Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Je rappelle pour nos lecteurs que ces entretiens seront désormais mensuels pour le Bréviaire des Patriotes et qu'on abordera des thèmes à la fois de politique nationale, mais aussi de géopolitique, d'économie, de culture. Enfin, on va brosser un peu à la fois l'actualité du mois et également traiter des sujets plus profonds. Donc pour commencer, je vais vous laisser parler de votre actualité et de celle du Cercle Aristote que vous dirigez, ainsi que celle des éditions de Perspectives Livres. Alors, nous venons de sortir le 12e numéro de Perspectives Libres. Ça s'appelle L'homme sans lien, qui est sur la condition de l'individu contemporain, sur sa solitude et sur les diverses pathologies sociales et sur les possibilités de refaire société. Particulièrement content de ce numéro parce qu'il fait à la fois débuter de jeunes auteurs prometteurs comme Jérémy-Marie Pichon, mais également il fait connaître au public français un auteur assez influent dans le monde anglo-saxon qui est Gilles Epsi, qui a écrit sur les origines théologiques de la modernité, qui est, si vous voulez, rattachable ce qu'on appelle les communautariens américains. Alors attention, les communautariens s'opposent aux libéraux aux États-Unis. C'est pas communautarien de communautariste, si vous voulez. C'est ceux qui essayent de penser la communauté et de penser comment, à l'ère du capitalisme avancé, à l'ère du libéralisme triomphant, maintenir des liens sociaux et en recréer. Surtout qu'il y a urgence. Il y a urgence, si vous voulez, petite anecdote qui peut faire rire nos auditeurs, vient d'ouvrir aux États-Unis la première boutique de câlins, mais platonique, hein, pas de la prostitution, c'est vous vous sentez seul, hug, c'est plus free hug comme dans la rue, c'est câlin payant. Vous voulez, ça prouve, on est quand même dans le pays le plus puissant du monde, ça prouve un état de délabrement social terrible quand des êtres humains ont besoin de chaleur à ce point-là. C'est quand même très inquiétant. Et je suis pas totalement certain que si la même chose ouvrait à Paris, au-delà du rictus et du ridicule, je suis pas totalement certain qu'il n'y aurait pas des clients pour ça. Surtout dans une ville comme Paris où, je crois, sur 2 millions d'habitants intramuros, 10 millions avec la région parisienne, il y a, il y a plus de 500 000 célibataires. Il y a un autre jeune auteur qui est un de mes amis, qui est vraiment un auteur très très prometteur, qui est Charles Robin, donc le spécialiste de l'œuvre de Michéa. Et dans ce numéro, on a voulu rendre hommage à notre parrain, Jean-Claude Michéa. Charles, lui, utilise la méthode michéenne sur les rapports amoureux. Donc c'est un hommage. Et nous rendons hommage, nous, à notre parrain. Lui, c'est un peu son parrain idéologique. Et nous, notre parrain, c'était Jean-François Mattei, qui nous a quittés il y a un an. Enfin, à peu près un an maintenant. Qui était un très grand penseur de la juste mesure. Un très grand néo-ancien. Il était spécialiste de philosophie grecque. Et c'était un homme qui voyait monter la barbarie, à la fois dans les rapports interpersonnels et la grande barbarie du monde dont nous allons parler peut-être, qui s'illustre en ce moment dans les situations internationales. Et il nous a énormément aidé. Donc là, nous avons fait un dossier sur sa pensée avec certains de ses proches et de ses exégètes. Voilà. Très bien, on peut passer peut-être à la politique nationale. Alors, un de nos lecteurs, plutôt un de nos rédacteurs, qui est Guillaume, vous demande: est-ce que vous pensez que devant la longue décrépitude de la France à tous les niveaux qu'on observe aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette situation se soldera obligatoirement par une rupture et des troubles de type révolutionnaire ? Alors attention, la révolution et la révolte ne sont pas les mêmes choses. Pour qu'il y ait révolution, déjà, il faut
Martin Malia avait fait une histoire des révolutions qui est absolument brillante, où il montrait fondamentalement c'est quoi une révolution. C'est dans l'ordre civil ce qui est une hérésie, dans l'ordre religieux. Il faut qu'il y ait, premièrement, des projets de société alternative crédibles, avec un moule idéologique qui ait pris une partie de l'élite. La révolution prolétarienne pure est un mythe. On peut le regretter, mais c'est un constat. Voilà, les mouvements de révolte peuvent être prolétariens. Prenez l'exemple du sous-commandant Marcos. Lui, il y avait des prolétaires avec lui. Le problème, c'est que le mouvement du Chiapas n'a pas triomphé. Parce qu'il n'y avait pas un que faire derrière. Il n'y avait pas un que faire derrière, et puis, voilà, vous prenez l'exemple léniniste, mais Lénine, il avait une partie de l'élite avec lui. Faut voir ce qu'était le niveau moyen au moment où Lénine prend le pouvoir, il y a encore des mencheviks, des bolcheviks, ça ne va pas durer longtemps d'ailleurs, mais il faut voir le niveau des hommes. Même chose autour de Mao. Autour de Mao, il y avait certainement des gens qui avaient été des bandits de grand chemin. Mao lui-même a fait des actes délictueux, comme Staline d'ailleurs, pour financer la révolution, mais ils étaient entourés. Or là, y a-t-il un moule intellectuel avec suffisamment de cadres, etc. Ce n'est pas dit, premièrement. Deuxièmement, les révolutions sont généralement des faits de peuples jeunes. La France, en 1789, la France est la Chine de l'Europe. Jamais l'oublier, ça. Elle avait plus de 20 millions de jeunes. Enfin, de ce qu'on appelle aujourd'hui des jeunes. Bon. C'est plus le cas aujourd'hui. Si vous voulez, c'est un peuple qui va être dominé par le Grey Power, donc par le pouvoir gris, le pouvoir des classes âgées du 4e âge. Bon. C'est pour ça qu'une révolution au sens fort, ça m'apparaît complexe. Toutefois, dans l'état de décrépitude actuel, il y a à mon sens 3 possibilités qu'il faut envisager. Je vais commencer par la plus douloureuse, si ça ne vous ennuie pas. La possibilité terminale, c'est-à-dire que ça va comme ça jusqu'à ce que le patient tienne plus, jusqu'à ce que la France n'existe plus. Ça me fait pas plaisir de le dire, ça doit être très désagréable à entendre. Le problème, c'est qu'il faut poser toutes les hypothèses. Et la disparition de la France au XXIe siècle est malheureusement une hypothèse qu'il faut envisager. Croyez bien que je ne le fais pas de gaieté de cœur. La seule chose, c'est... Bon. Ça, c'est une possibilité. C'est dire, le peuple se laisse mourir. Et la classe intermédiaire, c'est-à-dire celle des cadres techniques, le haut de la classe moyenne et bas de la classe bourgeoise, et bas de la classe grande bourgeoise, qui pourraient faire les cadres de la révolution, laisse faire. Par lâcheté, parce qu'ils ont un crédit sur le dos. Aujourd'hui, prenez l'exemple du crédit. Pour arrêter les mouvements révolutionnaires, la mise sous crédit est quand même quelque chose... la généralisation du crédit aux particuliers a fait taire les revendications sociales violentes. Tout simplement. Bon, une fois que ça c'est fait, que ça c'est pris en compte, après il y en a 2 autres. Il y a la possibilité de révolte sporadique, c'est tout à fait vrai, du type bonnet rouge, quasiment, qui pourrait avoir lieu ailleurs. Alors, moi on m'avait demandé de réagir à la bonnet rouge, ça avait surpris beaucoup de gens, parce que j'ai la réputation d'être jacobin, c'est pas une réputation usurpée, mais moi j'ai été rassuré par une partie des bonnets rouges, justement parce que les mouvements régionalistes, etc., n'étaient pas aussi présents dedans qu'ils auraient bien voulu l'être. Ça, ce sont des mouvements populistes au sens propre. C'est-à-dire ce sont des mouvements interclassistes. Ça, c'est le propre des mouvements populistes, c'est qu'ils soudent le prolétariat et la petite et moyenne bourgeoisie. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Ce sont des mouvements qu'on dit anti-élitistes, c'est pas tout à fait vrai. C'est en réalité des gens qui ne reconnaissent pas l'élite qu'ils ont. Ce qui est totalement différent. Or, l'élite française, parce qu'on parle toujours du populisme comme un fait d'attaque, le populisme est un fait de réaction. De réaction à une maltraitance sur classe populaire.
à un moment, à force de prendre des coups et de voir des injustices, et surtout de voir un déficit de reconnaissance, à un moment, vous regardez votre élite et vous dites, au fait, t'es qui toi à la base, toi ? Au fait, qui t'a fait roi ? Là, pour le coup, l'automaticité du pouvoir, le pouvoir est toujours un honneur que vous faites à quelqu'un. Parce que vous affrontez le principe de réalité, vous avez une femme, vous avez des gosses, et une bonne partie des gens ne veulent pas se diriger eux-mêmes. C'est tout. C'est naturel. Donc, ils le donnent à quelqu'un, ce qui est une charge. Ce qui est un honneur et une charge. Mais le problème, c'est qu'après, il faut laisser la différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme d'État voit avant tout l'aspect historique de sa fonction. Dans la bouche d'un grand homme, ça s'appelait la grandeur. Or, ça, c'est tout à fait possible en France. Une multiplication de ces mouvements-là, qui peuvent devenir des mouvements violents. Il y en a un qui peut en parler très bien, c'est ce député qui vaut peut-être plus que les autres, qui a fait le Tour de France à pied. Monsieur Lassalle, je crois, un homme des Landes, si mes souvenirs sont bons. Proche de François Bayrou, mais a priori il vaut beaucoup mieux d'après tout ce qu'on m'en a dit. Et je ne demande qu'à croire, parce qu'il faut être courageux pour être député et faire le Tour de France à pied aujourd'hui. Il faut être courageux. Et je crois d'ailleurs qu'il a été agressé physiquement de multiples reprises. C'est-à-dire que même cette barrière-là de la sûreté physique de l'élu est en train de sauter. Bon. Il faut comprendre pourquoi. Les gens ne sont pas méchants par nature. Certes, il y a une fonction de bouc émissaire dans l'homme de pouvoir. On a tous un truc à dire sur n'importe quel homme politique, sur n'importe quel homme d'État, sur n'importe quel homme historique. Quand on entre dans l'histoire et qu'on met les mains, pardonnez-moi, mais les mains dans le cambouis, parce que l'histoire c'est avant tout un gigantesque cambouis, qu'on n'est plus dans la mystique et dans la pureté, là on est critiqué de partout. Généralement par les incapables d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des mouvements populistes violents en France, oui. Il peut y avoir des mouvements sécessionnistes violents qui ne viendront pas d'où on le pense. Ils viendront, à mon avis, pas des mouvements régionalistes. Parce qu'en dehors de ce que l'Union européenne leur donne et en dehors de ce que pour certains le BND allemand leur donne, ils pèsent pas grand-chose en fait. Les banlieues. Les banlieues, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'autonomisation du vote. Prenez la ville de Grigny. La ville de Grigny, en deuxième place à la mairie, il y a eu le Parti des gens. Le Parti des gens, c'est quoi ? C'est une création locale. Vous me direz, ouf, relève citoyenne. Non, c'est un parti communautaire. Strict. C'était quasiment le parti de l'imam, d'ailleurs. Pour ça, d'après certains habitants de Grigny. Là, j'ai pas pu le faire vérifier, mais par contre, c'est un parti communautaire. Bon. Ça peut être comme ça. Et là, ça voudrait dire que la France deviendrait une zone de troubles quasi permanents, ingérables. C'est-à-dire on retrouverait les situations de la fin de la 4ème République, etc. Et des révoltes protestantes aussi. Parce qu'il y a quand même un aspect religieux. Et beaucoup plus loin des révoltes protestantes. Donc si vous voulez, ça c'est une autre option. Troisième option, et je pense que c'est ça que les Français veulent, si vous voulez. Quand on me dit les Français veulent tout mettre par terre, c'est pas vrai. Les Français veulent qu'on respecte leur cadre de vie et qu'on donne un avenir à leurs enfants. C'est-à-dire ils ont des attentes politiques normales. Ils veulent être maîtres chez eux, que leur élite leur serve, parce que ministre, c'est un ministériaux. C'est serviteur à la base. Donc ces gens-là sont là pour servir. Et ces gens-là se servent. Et pour certains d'ailleurs, je ne vais pas parler d'affaires douloureuses qui entachent l'UMP en ce moment, après avoir entaché le Parti Socialiste d'ailleurs, mais bon, il y en a qui ne se servent plus, ils se goinfrent. C'est autre chose. Si vous voulez, à la rigueur, il ferait, je vous le dis sincèrement, peut-être même dans la mentalité française, qui n'est pas du tout un peuple d'inspecteurs de braguettes, s'ils faisaient leur boulot, ils pourraient même se servir à côté. Ils s'en rendent même pas compte. Les Français ne sont pas, d'ailleurs c'est un défaut, hein, mais ils ne sont pas ultra tatillons. Si vous voulez... C'est ce que Zemmour répète sans cesse, à partir du moment où l'homme politique fait son travail et sert la France, peu importe les histoires de braguettes, les histoires de caisses, les Français arrivent à passer outre. Et les Français arrivent à passer outre. Donc, et là, ils passent pas.
Ils passent pas pourquoi ? Parce que la paresse, la lâcheté, la médiocrité. Et en plus, la corruption, ça fait beaucoup pour un seul homme. Or, le problème, c'est qu'il y en a certains qui les portent tous les quatre sur eux. Et ça commence à se voir dangereusement. Et en réalité, par soit un phénomène de blocage du pays, soit un phénomène électoral, il y a un renouveau du pouvoir qui va passer, pas par un raidissement autoritaire comme certains en rêvent, parce qu'il y a toujours les cons des deux côtés. Hein. Il y a ceux qui rêvent de l'autoritaire parce que un pouvoir autoritaire est un peu l'équivalent du déficit de virilité qu'ils ont eux-mêmes. Et il y a les autres pour lesquels le fait de voir un flic dans la rue, on est déjà à l'amorce des rafles. De toute façon, ces camps-là seront écartés en cas de renouveau du pouvoir comme ils l'ont toujours été. Parce qu'on écarte les incapables. À chaque fois que la France est revenue, elle est revenue par l'équivalent de ce que un des grands hommes de notre histoire, malheureusement oublié, qui était Jean Bodin, appelait le camp des politiques. Ça peut se faire par voie de blocage, par voie électorale. Je ne vois pas d'autres voies, mais l'histoire a toujours plus d'imagination que nous. Et le système électoral, il n'est pas complètement verrouillé, à la fois par la propagande médiatique, par les réformes électorales. Alors, ça, si vous voulez, oui. D'autant que la souveraineté n'est plus là. Certes, ça c'est très vrai. Mais la souveraineté, ça peut se reprendre. Si vous voulez, la première chose pour exister, c'est de vouloir exister. Vous savez comment sera annoncé, peut être, puisqu'il y a des tas de manières de l'annoncer, la mort de l'euro. C'est tout bête. Hein. C'est une phrase du président de la République dite à 20h. À minuit ce soir, le franc à cours légal. Point. C'est l'erreur d'Asselineau qui s'en rapporte à des articles européens. Je dirais pas que c'est une erreur. Je dis juste, vous voulez, il fait une analyse, c'est un homme absolument brillant, il fait une analyse, à mon avis, très légaliste, parce que voilà, c'est un haut fonctionnaire légaliste, c'est ce que formaient de mieux nos grandes écoles d'administration. Bon. Est-ce que c'est pas justement trop technique pour parler aux Français ? Ça, c'est une possibilité. Ensuite, le seul problème, moi, que j'ai avec l'utilisation de l'article 50, mais d'un côté, c'est un problème qui se poserait si on utilisait les procédures de dénonciation ou des traités en dehors, d'ailleurs, qui existent dans le droit international, que tout traité peut être dénoncé, hein, contrairement à ce qu'on croit, c'est que ça ouvre des délais pendant lesquels la France peut être attaquée. Je crois que c'est un délai, c'est à vérifier, d'1 an et demi ou de 2 ans, je crois que c'est un délai de 2 ans, l'article 50, pendant laquelle la France peut être attaquée. Peut être attaquée sur sa dette, ce sera la première attaque d'ailleurs, peut être attaquée sur ses marchés extérieurs. Ensuite, c'est là où on verra si on a des hommes d'État. Il faut tenir, il faut répondre, coup pour coup. Mais d'un côté, la vie des États, c'est ça. Sinon, comme le disait très bien Alain Cotta, c'est la mort lente. Il avait écrit un petit bouquin qui s'appelle « Sortir de l'euro ou mourir à petit feu ». Ça, c'est le premier cas que je vous ai donné. Parce que tant que l'euro vivra, les Français seront en ce qu'on appelle en rareté monétaire, pour parler comme mon grand ami Norman Palmar, et donc ça continuera. Ça continuera. Tant que ça vivra. Ensuite, si on arrive à se débarrasser de l'euro, il faut faire un prix de gros. Il faut se débarrasser de l'Union avec. De toute façon, ils trouveront un moyen de les découpler juridiquement. Je crois que pour l'instant ce n'est pas le cas, mais ils trouveront un moyen de le faire pour sauver l'institution. Mais il faudra liquider le tout. Parce que le tout doit être liquidé. Voilà, si vous voulez, le gros problème, c'est que la propagande médiatique, c'est une chose, mais la propagande médiatique, si vous voulez, au 29 mai 2005, elle était contre nous. Elle a perdu. À chaque fois que les journalistes prennent fait et cause pour un homme ou pour un acte, ils tombent. Donc, Juppé va tomber. Pas dit parce que Juppé arrive face au vide. Il serait le candidat de la presse face à quelque chose,
Et peut-être qu'il tombera sur quelque chose. Je l'espère en tout cas. Parce que Juppé comme programme, moi, c'est drôle, j'ai l'impression que depuis que je suis petit, d'avoir l'ombre d'Alain Juppé. Si vous voulez, là pour le coup, je veux pas être méchant, mais Attali, qui doit, à mon avis, finira par trouver un charme fou au crâne lisse de Juppé, il avait pas dit qu'il fallait les euthanasier à un certain âge, je me rappelle plus lequel. Mais ouais, quel âge il a Attali déjà 60, je crois. Ouais. Et Attali, il a quel âge? Je crois qu'il a 65-66 ans. Il J'aurais peut-être dû y penser. Mais le gros problème, c'est ils lui trouveront un charme fou. La seule chose, c'est que Juppé est incapable de redresser la France. Parce que lui, on peut quand même lui demander, si t'en étais capable, pourquoi tu l'as pas fait avant? Ça fait combien de temps que t'es là, toi? T'as déjà été Premier ministre? On s'en rappelle. On s'en rappelle. Mais là, lui, il arrive face à un univers politique en profonde recomposition. L'effondrement du Parti Socialiste, la force du Front National. Ensuite, il arrive dans un terrain favorable, mais l'histoire peut lui réserver de drôles de surprises. Si c'est lui, parce que vendre la peau de Sarkozy, voire même celle de Fillon, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Pour en revenir à la révolte, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Pierre-Alexandre Bouclé sur TV Liberté à propos des milieux d'ultra-gauche à Sivens, où il finissait en faisant le parallèle avec la manif pour tous. C'est-à-dire que les gauchistes sont 5000 au grand maximum. Ils arrivent à faire plier l'État, à avoir gain de cause par la violence, par l'occupation du terrain, par la détermination. Et d'un autre côté, la manif pour tous met 1 million de personnes dans la rue, et le dimanche, comme il le dit, tout le monde rentre chez soi, et ça ne sert absolument à rien. Donc est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser à propos des moyens d'action? Mais en même temps, ça se comprend parce que les gens de la manif pour tous ont un travail et une famille, alors que les gens de Sivens sont en général des squatteurs qui n'ont rien d'autre. Alors, si vous voulez, c'est pas la violence qui fait la force de l'extrême gauche. C'est la peur panique du sang et la lâcheté de nos élites. Ils seraient face au Clem, au grand Clem. Ils en auraient pas perdu qu'un. Et là, pour le coup, il y aurait vraiment eu de la casse et tout le monde s'en serait lavé les mains. Donc c'est pas la violence, c'est la peur du martyr, c'est la peur du Malik Oussekine de l'extrême gauche, que l'extrême gauche utilise, parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux des lâches. Ensuite, si vous voulez, je m'en prendrai pas à eux sur l'affaire du barrage, parce que, comme Notre-Dame-des-Landes, ça doit faire l'objet de référendums locaux, parce que ces deux projets, que ce soit le barrage de Sirven ou Notre-Dame-des-Landes, moi en tout cas, je ne connais pas à fond ces dossiers, de toute façon je ne suis pas allé sur place. Donc il faut voir par rapport à la toponymie. Oui, mais ça c'est un autre sujet. La topographie, pardon. Peu importe la légitimité de leur cause, on parle exact. de leurs moyens d'action. Si vous voulez, leur moyen d'action, elle est de parier sur la lâcheté. Elle n'est pas d'utiliser la violence. Ce serait de la vraie violence face à une force publique de sécurité auquel on enlèverait le cran de sûreté sur les détentes. Je peux vous assurer que ça courrait plus vite. Mais d'un côté, attention, moi quand on me dit les CRS ont frappé à la manif pour tous, il y a eu beaucoup d'interpellations. Mais moi j'ai beaucoup d'amis et de correspondants sous l'uniforme. Une troupe de CRS, quand c'est lâché, je suis pas sûr que ceux qui s'en plaignent savent réellement ce que c'est. Beaucoup de CRS n'ont pas voulu taper sur des femmes et des gosses en poussette. Et croyez-moi, une compagnie de CRS, vu ce que c'est capable de faire, c'est toujours... Les CRS se retiennent toujours. Toujours. Manif pour tous ou Sirven. Sirven pour pas avoir de martyrs, manif pour tous parce que d'un côté on tire pas sur ses enfants, quoi. Déjà. Après, Valls ça on en a les preuves, avait donné des ordres
particulièrement stupide pour un ministre de l'Intérieur, ça c'est certain. Mais que les ordres aient été si bien suivis de ça sur le terrain, j'en suis pas entièrement sûr. Après, ce qui a fait la force ce qui a fait la faiblesse de la manif pour tous, c'est que la manif pour tous, premièrement, n'avait pas de programme précis. Là, il y avait un truc qui est circonscrit, le barrage. Mais mis à part la lutte contre le mariage homo, vu la force qu'avait la manif pour tous, c'est-à-dire des millions de personnes, elle aurait pu essayer de prendre quelque chose de plus large. Parce qu'elle aurait pu bloquer le pays à terme. Le problème, c'est qu'elle s'est désintéressée des luttes sociales. Désintéressée de la question de souveraineté, il fallait voir le nombre de drapeaux européens le long de la manif pour tous, ce qui était d'une stupidité sans nom. Parce que je rappelle juste que le premier intergroupe parlementaire du Parlement européen, rien que ça, c'est l'intergroupe LGBT. Rien que ça. Je ne vous dis pas tous les documents communautaires qu'il y a sur cette question. Le plus célèbre étant le rapport Lunadec, mais qui n'est que la pointe, qui n'est que la pointe connue de l'iceberg. Or, ça, si vous voulez, ils n'ont pas... ils auraient pu devenir un mouvement qui aurait pu, lui, avoir une force populiste pour bloquer le pays, parce qu'en plus, ils étaient transpolitiques. Le problème, c'est qu'ils ont refusé d'être totalement interclassistes. Leur indifférence à la question sociale, entre autres. Leur indifférence à la question de souveraineté, parce que de toute façon, la France aurait refusé le mariage pour tous. Le droit communautaire nous l'aurait imposé à terme, de toute manière. Tout comme tout ce qui est GPA passera par droit parlementaire, par droit communautaire de toute façon. Devant la Cour de justice, soit la Cour de justice des communautés, soit, et ce sera plutôt par là que ça passera, soit la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Point. C'est du droit sous influence, on le sait, on sait de qui, on sait pourquoi, on sait comment. Donc si vous voulez, le grand problème, il n'est pas dans l'utilisation de la violence. Si la manif pour tous avait utilisé la violence dans un fait sociétal, elle aurait pu retourner, vu sa masse, elle aurait pu retourner une partie de l'opinion contre elle. Alors que, d'un côté, ce qui fait l'utilisation de la violence par les milieux gauchistes, c'est leur marginalité. Quand vous êtes 1 million de personnes, vous n'avez pas le droit à la violence. Surtout quand vous représentez les familles. Et si vous utilisez la violence dans vos rangs, ou issus de vos rangs, violence et valeurs familiales dans le même cortège, complexe à tenir comme ligne. Complexe. Vu qu'on parle de révolte, et on a bien compris des révoltes qui pourront très probablement être stériles, parce qu'il manque un que faire, mais est-ce que, en tant que bonapartiste, ça m'intéresse d'écouter votre réponse, est-ce que ce qui manque pas, c'est un homme providentiel? Alors, contrairement à si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homme providentiel, c'est Dieu, quasiment. Il peut tout, il fait tout. Or, l'homme providentiel, c'est l'homme qui est là au bon moment et qui a la bonne idée au bon moment. C'est si vous voulez, qu'on le veuille ou pas, la structure symbolique du pouvoir en France est toujours d'essence monarchique. Toujours. Cette structure fait que les Français ont besoin de se reconnaître dans le visage d'un homme. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Français s'arrêtent peu aux idées, relaient pas tant que ça aux étiquettes politiques quand on parle de la population. D'ailleurs c'est drôle, c'est que plus vous montez dans la sphère, disons, technicienne et universitaire, plus on s'intéresse aux étiquettes. C'est-à-dire, en France, c'est les gens les plus diplômés qui s'intéressent aux choses les plus basses. Très intéressant, sociologiquement. Or, mais les Français se rappellent des grandes individualités. Donner un exemple très simple.
à la fin de l'ère gaullienne, déjà, quasiment plus personne se rappelait des 2 tiers du personnel de la 4ème République. Par contre, se rappelaient tous de Mendès France. Oui, Mendès France en plus encore là. Tout le monde se rappelle des grandes individualités. Clémenceau, le général évidemment. Mais même Mitterrand était une individualité, pas tellement bienfaisante d'ailleurs, mais regardez par exemple un être impersonnel, vu que c'est normal, c'est quelqu'un qui a voulu abaisser l'État ne serait-ce que par sa propre personne. Parce que lui, il a fait quelque chose de formidable, il a donné sa médiocrité à la France. Il n'a pas fait don de sa personne, remarquez, sa personne ne vaut pas mieux. Giscard est encore en vie, il est quasiment oublié. Pourquoi ? Il n'est pas entré dans le personnage. Il n'a pas eu la préoccupation historique de sa fonction. Même Chirac l'a eu plus. Ce qui déjà, en termes d'échelonnage, c'est pas terrible. Objectivement, c'est pas terrible. Or, le Mitterrand, pas un personnage que je goûte, mais les Français se rappellent de Mitterrand. Parce qu'il était dans le personnage. Sarkozy n'était pas dans le personnage. Il a même abaissé la fonction. Mais vous me direz, par rapport à celui qu'on a là, Ça fait passer Sarkozy pour De Gaulle, hein, quand on voit Hollande. Comment ? Quand on voit Hollande, ça fait passer Sarkozy pour De Gaulle. N'allons pas jusque-là quand même. Mais, n'allons pas jusque-là quand même. Il y a un problème de hauteur. Mais, et pas uniquement de vue. Mais, le grand souci, c'est... De toute façon, les Français ont besoin de se reconnaître dans les traits de quelqu'un. De quelqu'un qui fasse un minimum de concorde et de pacification. Parce que tant que ça ne sera pas le cas, ça peut pas être le cas, là je vais me faire incendier, mais c'est pas grave, ça peut pas être le cas d'un processus autogestionnaire constituant, etc. La plupart des Français n'ont pas envie de ça, de toute façon. Il y a des gens qui ont envie de ça. Et il faut mettre leurs idées à profit, tout à fait. Ils ont des idées intéressantes, oui. Il faut utiliser les bonnes idées, mais ça se passera pas comme ça. Il y a un besoin d'incarnation. Il y a un besoin d'incarnation. Il y a un besoin... Si vous voulez, c'est très... Il faut bien comprendre une chose. En psychologie politique, vous avez une identification à vos gouvernants. Mais ce qui est normal, parce que la fonction politique est pastorale, par nature. Comme la médecine, comme le professorat. Ce ne sont pas des professions comme les autres. Quand vous allez voir un professeur, c'est pas votre pote. C'est pas votre copain d'usine. Sans aucun respect. Irrespect de classe. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les mecs qui vont à l'usine. Mais quand vous allez voir un prof, quand vous allez voir un médecin, quand vous allez voir un politique, c'est pour qu'il vous guide dans quelque chose. C'est une relation qui est pastorale. Parce que c'est une relation nécessairement asymétrique. C'est-à-dire que vous allez voir des hommes qui vont vous donner ce que vous ne pouvez pas avoir de vous-même. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Or, quand l'élite défaille, quand on en est à des discours de plus en plus familiers qui n'ont pas la distance nécessaire à l'autorité, c'est ça l'abaissement. De voir là, comment il s'appelle notre scooterman là, merde, non, là c'est con là. Merci. Quand on le voit avec sa dernière en date à l'Élysée, on arrivait à oublier le nom du président régnant, c'est-à-dire c'est dire justement parce qu'il règne pas. Il régnerait, je m'en souviendrai. Mais là, il figure. C'est différent. Or, dans tous les films, même les meilleurs, on se souvient jamais des noms des figurants. Or, le grand problème, c'est que vous avez une part d'élite qui refuse d'incarner, qui refuse le fait pastoral parce que gouverner, ça vient de gouvernail. Personne ne domine la mer. On utilise la mer. Gouverner, ça se fait dans l'incertitude. C'est prévoir, oui, mais prévoir par rapport à la maîtrise d'un ensemble visible, qui a toujours plus d'imagination que vous. Là, on a affaire à des chapons qui ont peur du lendemain, qui ont peur de ce qui va se passer, qui préfèrent se mettre sous l'aile protectrice de gens qui, eux, existent encore. Et entre autres, nos maîtres américains, il ne faut pas se cacher. Et ce sont des gens qui sont incapables de cette fonction pastorale. Incapables. Donc aujourd'hui, l'homme providentiel, on en est bien loin. On en est bien loin,
mais d'un côté, une partie de l'opinion l'espère, et je pense que ça relève du réflexe de survie de la part de l'opinion.